Cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner, et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai répondu « Je veux être heureux ». Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit « Mais c'est pas un métier ça, d'être heureux ». Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier ? Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier, mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. » J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. » On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur ? La meilleure façon, et d'ailleurs il n'y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire, c'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. C'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoche et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. enchanté de vous voir. Alors, Ravi petit de vous recadrage. voir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ravi de passer cette soirée avec vous. C'est toujours le même plaisir. Alors, ce soir, c'est un spécial. Je vois que ça attire du monde. Hein. C'est un spécial relation. On va parler des relations. On est surtout en ce moment avec ces périodes de confinement où Et de distanciation sociale ouais, qui rend les relations un petit peu difficiles. Donc on va aborder ce sujet parce que je pense que c'est très important. Nos relations nous construisent, parfois nous détruisent, parce qu'on voit que parfois ça peut être très compliqué, très difficile. Je vais vous montrer des choses. J'ai même réalisé des petits schémas pour vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Ça va vous permettre de comprendre tout de suite parce que je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est réellement une relation à la base. Parce que si vous ne comprenez pas cette base, ce principe fondamental, vous risquez justement de passer complètement à côté de la réalisation de votre bonheur. Parce que le but, avant tout, et je pense, et je suppose que vous êtes tous comme moi, quand vous établissez une relation avec quelqu'un, c'est... alors il peut y avoir on va dire des relations d'intérêt, des relations purement intellectuelles, où on s'enrichit intellectuellement, mais néanmoins, l'aspiration profonde, en général, dans les relations, qu'elles soient amicales, parce que je parle de toutes les relations, quand je parle de la relation, c'est pas seulement la relation de couple, mais c'est aussi c'est toutes les relations, il y a en arrière-plan une aspiration au bonheur. Si vous vous mettez en couple, si vous vous mariez, si vous faites des enfants, je suppose qu'en arrière-plan, il y a cette aspiration au bonheur. Malheureusement, on voit dans l'évolution d'une relation que c'est...
au début, comme vous le savez très bien, c'est la lune de miel, c'est magnifique, c'est toujours superbe. Et je dirais que, et c'est vrai pas seulement pour la relation affective, mais c'est vrai dans toutes les relations parce que on est plein d'attentes, plein d'espoir, on aspire à quelque chose. Et je pense que cette motivation de base, elle est légitime, elle est normale, parce que voilà, et on va projeter beaucoup de choses dans la relation qui parfois, malheureusement, ne vont pas venir. Dans les années 80, j'ai eu la chance de travailler avec Dr. Bach, qui était un grand spécialiste de la relation et du couple. Et il disait, je pense, et à mon avis, le chiffre que je lui ai donné est très optimiste, très au-delà, à mon avis, de la réalité. Si 5% des relations, et notamment des relations de couple, sont heureuses, c'est beaucoup. Donc ça vous donne une idée. Quand vous voyez les chiffres du nombre de divorces, de séparations, et les chiffres de gens qui vivent seuls, qui est en nette augmentation chaque année, on peut s'interroger, effectivement. Donc on doit avoir quelques difficultés à créer des relations avec les autres. Alors on va voir, il y a les relations aussi avec les parents, il y a les relations avec les enfants. On va voir, et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi finalement, dans le fond, ça pourrait être très simple, mais pourquoi finalement c'est si compliqué. Alors, je vais utiliser, si vous êtes... Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de retardateurs, parce que si vous ne suivez pas le fil, vous savez, c'est un peu comme un bon film. Si vous ne lisez pas le début, vous ne comprenez rien après. Donc, ils vont me voir mettre des schémas, mais ils ne vont pas comprendre les schémas que je vais vous présenter. Alors, regardez, ça va être très simple. On va mettre le premier. Voilà. Donc ça, c'est vous, à droite. Vous êtes en train de regarder le monde, et vous pensez que vous voyez le monde tel qu'il est. Mais ça, en réalité, c'est une illusion. Voilà. La deuxième, en fait, entre vous et le monde, il y a vos représentations mentales. C'est-à-dire que ces représentations mentales, d'où elles viennent? Elles viennent de toute votre histoire, finalement, de tout ce qui est transmis, je dirais même depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, puisque c'était, comment il s'appelle, Jung, qui est un des premiers en Occident, en tout cas, à parler de l'inconscient collectif. Donc vous avez derrière vous l'histoire de vos parents, mais l'histoire de vos ancêtres, vous avez l'histoire du pays dans lequel vous vivez, etc. Vous êtes empreint de tout ça, vous êtes plein de toutes ces projections. Donc vous voyez d'un pays à l'autre, on a un rapport à l'homme ou à la femme qui va être très différent. On va avoir un rapport même, je dirais, à des choses très matérielles. Le rapport à la matérialité, que ce soit l'argent, etc., va être très différent. Il y aura des points communs, mais il y aura des choses qui seront très très différentes. Et donc tout ça, c'est ce qui constitue justement ces fameux nuages qui viennent un peu flouter, on va dire, une vision claire. Alors maintenant, on va passer à la suivante. Alors des fois, c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de nuages. Donc c'est un peu... Et en réalité, regardez un peu, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, en fait, des fois, vous voyez plus vos nuages que le monde. Et je ne sais pas si ça vous rappelle rien. C'était Christ qui disait « On voit plus volontiers la paille dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans le sien. » Et en fait, justement, on ne voit pas ces projections. Et donc, on a tendance à projeter tout ça dans ce qu'on voit. Alors maintenant, on va venir justement à nos fameuses relations, regardez. Donc voilà, chacun vient avec sa perception, mais aussi ses projections, avec où il va mettre, il va projeter dans sa relation toutes ces représentations. Et si vous faites preuve d'honnêteté, si vous regardez en vous-même, vous allez regarder vraiment avec sincérité en vous-même, vous allez voir que vous portez des peurs, des culpabilités, toutes sortes de choses, en fait, que vous allez mettre dans votre relation. C'est ce qui veut dire à un grand sage indien, en fait, dans votre relation, vous n'êtes pas deux, vous êtes quatre. Il y a vous et votre ego. Alors, on va affiner un petit peu avec ce schéma. Donc voilà. Alors, là, vous voyez, et vous voyez, en fait, c'est comme une espèce de filtre, votre mental, je vais vous expliquer là-dedans, et en vous, vous avez toutes sortes de caractéristiques qui vous sont propres, qui sont liées à votre histoire, et l'autre pareil. Vous regardez dans le bleu, par exemple, vous avez une étoile, vous avez toutes sortes de choses, vous avez des petites choses. J'ai mis des symboles, hein, c'est juste pour représenter en fait vos propres projections, et chez l'autre, il y a des projections similaires et différentes. Et chacun projette en fait, et c'est pour ça que
On dit, vous n'allez pas vous rencontrer par hasard. Donc regardez par exemple au niveau du petit cœur. Si vous voyez le petit cœur bleu, tout en haut. Donc vous avez un petit cœur en vous. Donc vous aimez l'autre, vous êtes en train de projeter de l'amour. Et en fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est l'amour que vous êtes en train de projeter chez l'autre, mais l'autre, il n'a peut-être pas les mêmes sentiments que vous. Et parfois, c'est ça qui fait un peu le bazar, quoi. Donc vous regardez, vous portez en vous, par exemple, je sais pas, vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui sont en vous, mais qui ne seront pas présentes en l'autre, mais que parfois vous allez prêter des intentions à l'autre, et l'autre va faire la même chose. Donc vous voyez un peu le bazar, c'est ce qui fait que la relation est super compliquée. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, on va la voir dans le dernier. Regardez, j'ai enlevé des choses. Alors imaginons justement, le truc serait justement de nettoyer votre vitre. Donc le filtre qui est entre vous, et ça c'est toute la démarche de réalisation personnelle. Vous nettoyez le filtre et vous projetez de moins en moins. Et vous commencez vraiment à voir l'autre tel qu'il est. Et donc, par exemple, si vous êtes libéré, vous, de vos colères, vous allez voir la colère chez l'autre, mais elle ne vous affectera plus. Et ainsi de suite. Et regardez, les atomes crochus. C'est deux choses qui sont présentes chez l'un et l'autre, mais il faut faire attention, les atomes crochus. Qu'est-ce qui fait que vous allez être attiré par certaines personnes plus que d'autres? Je vais prendre un truc assez négatif. Imaginons que ce petit truc vert, là, qui est présent chez chacun, c'est la peur de l'abandon. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un par hasard. Si vous avez peur d'être abandonné, vous portez ça en vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui a la même chose. Et vous allez prendre ça pour un atome crochu. Vous allez vous sentir attiré par cette personne parce qu'elle porte les mêmes caractéristiques que vous. Donc, par exemple, on va très schématiquement, on va imaginer, à côté, on va voir un homme qui est très protecteur, et une femme un peu soumise, ou l'inverse. On peut avoir des hommes qui sont très soumis. Et puis, souvent, ça passe de l'un à l'autre. Hein. On change le rôle, parce que des fois, on a l'impression de voir celui qui domine, finalement, qui est tout aussi dominé que l'autre. Et ce qui fait que... Alors, imaginez, par exemple, justement, vous faites une démarche, vous allez entreprendre une démarche qui va vous libérer, finalement, de cette peur de l'abandon. Et ça disparaît en vous. Vous n'avez plus peur. Et donc, vous n'avez plus besoin d'être protégé. Et là, vous allez vous trouver dans une situation un peu, on va dire, un peu flottante dans la relation, parce que l'autre, il perd ses repères, il comprend plus, il peut plus jouer les protecteurs, mais par contre, par votre changement, vous l'invitez à une relation, on va dire, beaucoup plus mature, beaucoup plus saine, beaucoup plus authentique, qui est plus fondée sur la peur, mais sur le respect mutuel. Donc, voilà. Alors, Donc, pour les petits signes, parce qu'il y a une question, oui, mais il faut comprendre les signes, mis à part le cœur, nuage, étoile. Mais non, c'est juste des représentations. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est juste pour vous montrer. C'est pas... L'étoile pour présenter. Voilà, c'est une représentation. C'est juste une représentation. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez compris le sens. Vous voyez, c'est rigolo, parce qu'il y a des personnes qui s'attachent à la forme. Donc, vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant dans la communication. Je dis une chose, personne en entend une autre. Et c'est ça, dans la relation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, je vais vous faire un petit peu de sémantique. Moi, je vais employer des termes qui me sont propres, qui sont liés à mon expérience personnelle, avec la vision, avec aussi tous les changements que j'ai opérés. Je vais vous les transmettre. Mais vous, le mot que je vais employer va peut-être pas résonner de la même façon chez vous. Ça va réveiller peut-être autre chose. Et c'est ce qu'on appelle les malentendus. Je dis une chose avec une idée précise de ce que je veux transmettre, et je vais vous la communiquer, mais vous allez entendre autre chose. Et c'est comme ça que parfois, vous avez des personnes qui se blessent avec ce que vous leur dites, ou qui vont partir avec autre chose. Ils vont se dire, bon, il a dit ça, etc. Et nos relations sont pleines de malentendus. Et c'est pour ça que c'est très important, là j'aborde l'aspect de la communication, c'est très important de vérifier si l'autre entend bien la même chose. Parce que c'est ce qu'on appelle le système de référence. Vous n'avez pas forcément le même système de référence. La représentation que vous allez avoir de l'homme, par exemple, ou de la femme, ou de, je sais pas, on peut prendre même n'importe quoi. Je reprends la relation, le rapport que vous avez à la sexualité, par exemple, ne sera peut-être pas la même avec votre vis-à-vis. Et vous voyez, c'est tout le truc, c'est d'arriver à faire rencontrer ces univers tellement différents, tellement complexes,
C'est pour ça que c'est pas si simple. C'est pour ça que l'erreur que font la majorité des gens, c'est que quand ils rencontrent quelqu'un, ils disent, bon, bah, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, je suis plein d'amour, je suis amoureux, je suis extraordinaire. Ou même en amitié, vous dites, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un de génial, etc. Ça me rappelle une petite histoire. J'avais une amie comme ça qui est venue me voir, qui me dit, ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie, il est fantastique, il est extraordinaire. Bon, je lui dis, écoute, redis-moi ça dans quelques années, on en reparle bien. Effectivement, sa relation était une catastrophe, parce qu'elle était pleine, très enthousiaste, comme ça, c'est une relation, ça se construit au long cours. On apprend à faire connaissance avec l'autre, à découvrir qui il est, comment il est. Et puis surtout, c'est aussi, et ça c'est très important, c'est à quoi moi j'aspire, quelles sont mes aspirations, quels sont mes réels désirs, qu'est-ce que je veux. Je donne souvent l'exemple de, vous savez, c'est comme une partie de tennis. Si vous avez très envie de jouer au tennis, donc vous allez appeler un ami, mais cet ami il n'aime pas trop jouer au tennis. Bon, il vous aime bien, mais il n'aime pas trop jouer au tennis. Donc pour vous ça va être casse-pied, parce que vous voulez pas la même chose, vous ne désirez pas la même chose. Et c'est pour ça que parfois il y a des relations qui se créent, mais les aspirations ne sont pas les mêmes. Donc ça crée un peu de complications. Mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience, même si au début c'est pas clair pour vous, mais c'est d'avoir conscience que vous êtes porteur d'une histoire qui est la vôtre, avec tout ce que ça implique de projection, de représentation qui sont plus ou moins conscientes. Votre rapport, pas seulement à l'autre, mais votre rapport au monde est teinté par ces représentations mentales, ce qu'on appelle des projections, tout simplement. Mais souvent, on en est peu conscient. Il y a peu de gens qui sont réellement conscients. Mais c'est là où la relation devient extraordinairement riche, parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que le monde, les autres, sont autant de sources d'enrichissement, même si la relation est difficile. Mais vous allez voir que on parle beaucoup aujourd'hui des manipulateurs, etc. Je suis d'accord, mais ça devient un peu un piège, parce que tout le monde s'épie maintenant, tout le monde trouve que l'autre est manipulateur, mais à certains niveaux, on est tous plus ou moins manipulateurs, parce qu'on veut obtenir de l'autre des choses que voilà, on souhaite avoir. Donc à un moment, c'est une question de degré. Bon, c'est quand la relation commence à être souffrante, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas rencontrer la personne par hasard. Et on va voir par exemple les gens qui se trouvent avec des personnes qu'on appelle des pervers narcissiques, eh bien on va voir, derrière, c'est les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Parce qu'une personne qui a du respect pour elle-même, qui a confiance en elle, qui a une authentique estime d'elle-même, eh bien, ne rencontrera pas ce genre de personne, parce que ça ne marchera pas. L'autre ne pourra pas la manipuler. Plus vous allez avoir, et on va voir, et ça c'est le cœur de la relation, plus vous allez avoir de respect pour vous-même, plus vous allez avoir d'amour pour vous-même, plus vous allez apprendre à vous aimer, à vous respecter, et plus vos relations vont se mettre à l'unisson de ce respect que vous avez pour vous. Parce que, qu'est-ce que vous faites quand vous vous respectez? Vous respectez la vie que vous incarnez. Vous respectez ce que vous êtes par nature. Et donc, forcément, vous allez avoir ce même respect pour les autres. Vous allez avoir cette même ouverture pour les autres. Et les autres auront beaucoup plus de mal, justement, à vous manipuler, à vous maltraiter, etc. Parce que, justement, vous avez ce rapport sain avec vous-même. Et donc, l'autre, ça peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des personnes qui sont dans des relations pas très heureuses comme ça, comme disait une de mes amies, c'est assez pourri comme relation, c'est vraiment épouvantable. Mais vous commencez à entreprendre une démarche et vous allez de mieux en mieux, vous vous sentez mieux, vous commencez à vous sentir ragaillardi, vous avez un peu plus confiance en vous, vous commencez à avoir un peu plus d'estime de vous-même. Et l'autre, ça marche plus, il n'y arrive plus. Comme je dis souvent, en fait, quand il n'y a plus de victimes, le bourreau, lui, il est au chômage. Donc ça marche plus. Et dans vos relations, quelle que soit le niveau, alors heureusement, tout le monde ne vit pas avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, parce que des femmes aussi pervers narcissiques, faut pas l'oublier. Mais heureusement, tout le monde ne vit pas avec ce genre de personnes. Souvent, c'est des rapports un petit peu compliqués. Mais le problème, Dalai Lama l'a très bien résumé. Je pense que le problème, c'est que en toile de fond, il n'y a pas d'amour et de compassion. Et je parle d'amour
Je parle d'amour inconditionnel, pas l'amour affectif. L'amour affectif, c'est une étape dans l'évolution de la relation. Vous avez d'abord la relation qui va être, on va dire, très fusionnelle, très passionnelle. C'est-à-dire, on est emporté par l'amour, on est plein. Mais tous ceux qui ont déjà une certaine expérience de vie, ils se disent, bon, c'est bon, j'ai donné, vous savez, la lune de miel comme ça. Et puis après, il y a quelque chose de plus, on va passer à quelque chose de plus affectif, où il y a plus, on est encore bien sûr dans l'attachement, il y a une relation d'attachement qui est normale, qu'on peut pas éviter, c'est inévitable, parce que ça fait partie du processus de l'évolution. Et c'est pour ça que c'était Howard Cutler, ce psychiatre américain, qui parlait de l'évolution de la relation, qui allait vers une amitié amoureuse, c'est-à-dire qu'on devient des amis. Cette relation est empreinte justement de respect, d'amour. Ça, c'est les couples qui évoluent vraiment positivement, où on n'est pas dans le conflit, au contraire, on essaie de voir ce qu'on peut amener dans la relation. Et là, on comprend qu'on est finalement, dans le fond, nous sommes co-créateurs de la relation. C'est pas, toi, tu vas m'apporter du bonheur, tu vas répondre à mes désirs, parce que ça, c'est la relation, on va dire, infantile. Il faut que l'autre réponde à tous nos désirs. Et s'il répond pas à nos désirs, on est fâché, on est contrarié, on lui en veut, on finit carrément par le détester. La relation mature, c'est quand, justement, on est déjà un peu plus de respect pour soi-même. D'ailleurs, on demandait à Dalai Lama qu'est-ce que c'était que pour lui, selon lui, la maturité de l'individu. C'est plus, il y a d'amour et de compassion. Et je vais développer le sujet. Plus il y a d'amour et de compassion dans une relation, plus il y a de maturité. La maturité, c'est quand on arrive vraiment à commencer à voir l'autre tel qu'il est et souhaiter vraiment sincèrement qu'il puisse évoluer vers le bonheur. D'ailleurs, il y a un livre que je vous recommande de lire qui s'appelle Les chemins les moins empruntés de Scott Peck, qui est un ouvrage absolument magnifique, qui parle de la relation et qui dit où il explique que la relation est évolutive puisque ce sont deux individus qui évoluent en permanence. Ça peut pas se figer, on peut pas se figer dans une relation. En fait, on pourrait dire que sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, sur plusieurs années, vous n'êtes pas avec la même personne et vous n'êtes pas la même personne. Votre vision, elle change, même si chez certains, c'est à peine perceptible, mais ça devient d'autant plus évident que vous entreprenez une démarche de réalisation personnelle. Parce que ça opère des changements en vous-même, dans votre perception. Alors, ça fait forcément passer la relation par des périodes de flottement. C'est inévitable et ça, il faut l'accepter. Au même titre que l'individu est en croissance perpétuelle, en changement perpétuel, au même titre, la relation, elle, est en changement perpétuel. Mais le problème, c'est qu'on cherche la fixité. On veut s'établir dans la relation. On veut en faire un refuge. On se dire, ça y est, je suis avec la bonne personne. Vous savez, on dit souvent, ça y est, j'ai rencontré la bonne. Bon courage. Mais on ne sait pas. Le problème, c'est pas, est-ce que je suis avec la bonne personne? La question, c'est, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, tous les deux? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la relation pour qu'elle soit constructive, satisfaisante et heureuse? Mais je reviens à ce point de départ qui est vraiment fondamental, c'est vous. C'est vous. Parce que vous allez voir que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas rencontrer les gens par hasard. Rappelez-vous les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est en lien avec les caractéristiques que vous portez en vous, en lien avec votre histoire, avec vos projections, avec vos représentations mentales. Et donc, si vous voulez avoir une relation saine avec les autres, mais il faut commencer à avoir une relation saine avec vous-même. Justement, de prendre soin de soi, de se respecter. Et ça, c'est tout le sens, justement, d'une démarche de réalisation personnelle qui va vous amener. C'est pas un gadget, c'est pas un truc pour. Vous savez, aujourd'hui, on propose plein de méthodes de bien-être, de trucs. On a plein de trucs comme ça. Les gens. Aujourd'hui, comme j'ai passé beaucoup d'années avec Shinzen Rinpoche, il disait, en fait, en Occident, vous avez une spiritualité romantique. Ouais, très romantique. Et puis il dit surtout, vous êtes des consommateurs spirituels. Parce que vous consommez plein, vous avez plein de gadgets. Mais il n'y a pas de réelle implication. C'est-à-dire que vous voulez pas vraiment le bonheur, vous voulez aller mieux en surface. Vous voulez que les choses changent, vous voulez un peu de pommade, comme ça, pour que ça aille mieux. Voilà, mon copain, il me contrarie souvent, vous n'auriez pas une pilule ou une pommade, comme ça, pour que ça me calme et puis que je puisse le supporter. Mais bon, ça, c'est vraiment en surface, mais ça ne marche pas sur le long terme. Parce qu'au bout d'un moment, justement, ce que vous portez en vous va commencer à peser dans la balance,
ça va interagir avec votre relation, et il y a un moment, ça commence, ça va créer des difficultés et des problèmes. C'est pour ça que les premiers mois, ça va encore, puis les mois, les années passent, et puis ça commence à... Et c'est là où on va voir si, justement, il y a un amour en toile de fond, c'est-à-dire vraiment cette capacité à voir l'autre comme un être à part entière, pas comme notre conjoint, il ne nous appartient pas. Il ne peut pas nous appartenir, même si on le voulait, il ne nous appartient pas. Un jour, il va mourir, il va partir, vous serez tout seul, vous pouvez espérer le posséder, mais ça ne marche pas. Et pour ceux qui ont vécu des deuils, le savent. C'est la grande leçon de la vie, d'ailleurs. Mais par contre, tant que vous êtes avec lui, pourriez-vous dire peut-être, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et c'est ça, pour moi, la vraie relation. C'est quand on commence à se regarder en face et de se dire, voilà, à quoi on aspire tous les deux? Qu'est-ce qu'on désire sincèrement ensemble? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et c'est vrai dans votre relation de couple, mais dans votre relation avec vos amis, avec les autres. À quoi aspirez-vous? Ça, c'est la base, vraiment. À quoi aspirez-vous? Et ça, c'est très important. Et plus vous allez vraiment vous accomplir, vous réaliser personnellement, plus vous allez commencer à voir un peu plus l'autre tel qu'il est au-delà de ses propres projections, même s'il les projette. Mais comme ça vous affectera moins, vous verrez que c'est... Il n'y a plus de relations dominant-dominé, de relations ou d'élèves, parce que j'entends des personnes qui donnent des leçons à leurs conjoints, mais c'est épouvantable. Je me dis, mais la relation, c'est pas ça. C'est de créer ensemble du bonheur. Donc voilà. Donc j'ai un peu développé, mais je pense que gardez à l'esprit que fondamentalement, la relation que vous devez soigner, c'est la vôtre. C'est pas égoïste du tout. Parce que, comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Qui mieux qu'une personne en paix peut apporter de la paix autour d'elle? Et qui mieux qu'une personne qui se respecte peut amener du respect autour d'elle? On va voir, il y a des personnes, c'est extraordinaire, qui rentrent dans une pièce, mais elles créent une ambiance mais épouvantable. Alors que d'autres, justement, qui entrent dans une pièce, elles entraînent... Il y a une sérénité, il y a une tranquillité, qui est passé du temps avec des grands sages, mais c'est rien qu'à leur contact. Ils sont dans une telle vibration que ça vous entraîne dans la paix. Et ça vous montre qui vous êtes vraiment. Ça vous permet de réaliser qui vous êtes vraiment. Et je pense que, et c'est peut-être ce qui manque à la plupart des couples, quel est le sens, le vrai sens de la relation? Quel est le vrai sens de la relation? Si ce n'est que finalement, moi, de me permettre de croître encore, d'acquérir cette maturité, de devenir cet adulte accompli, parce que l'autre, j'oublierai jamais les phrases la phrase de ce sage qui disait « Emmenez-moi quelqu'un qui est capable de m'agacer pour que je m'accomplisse encore plus ». C'est finalement, tous les travers de l'autre sont autant de chances pour nous de nous libérer. Parce que tant qu'il vous atteint, tant qu'il arrive à vous affecter, ça veut dire que vous n'êtes finalement toujours pas libre. Donc c'est en ce sens que je trouve que la relation est extraordinairement riche, parce que vous pouvez vous raconter des histoires, que vous êtes, surtout avec vos amis. Avec les amis, quand vous en avez marre, vous en allez, vous rentrez, mais dans la relation affective, vous pouvez vous cacher un moment, mais au bout d'un moment, l'autre, vous lui jouez plus au violon, quoi. Il fait, même s'il dit rien, on passe pas loin, quoi. Alors, encore mieux avec les enfants. Parce que les enfants, c'est terrible. Donc, je crois que j'ai pas entendu un seul parent pas me dire, mais mes enfants, c'est confrontant, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est sans arrêt renvoyé à ses propres carences, ses doutes, ses peurs, ses incertitudes, ses culpabilités aussi. C'est une aventure absolument fantastique. Mais dès que vous essayez d'enfermer la relation, d'enfermer l'autre, parce que en réalité, pourquoi vous voulez l'enfermer? Pourquoi vous voulez le posséder? Parce que vous avez peur. Parce que vous n'êtes pas libre, parce que vous n'êtes pas autonome. Si vous êtes autonome, vous laissez l'autre libre. Et c'est sa liberté qui va vous enrichir. Ça, c'est une différence qui va vous enrichir. C'est pas le fait de le posséder, de l'avoir pour vous. Parce qu'on peut posséder personne. Et puis même, la possession, la finalité, c'est la souffrance. C'est pas le bonheur. Ça ne sera jamais le bonheur. Donc voilà. Donc j'espère
vous avoir éclairé. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Et Nathalie, qui est là juste à côté de moi. Oui, je suis là pour aider Bruno. C'est sa conférence. Voilà. Mais voilà, je l'aide et j'essaie de retrouver vos questions dans le chat. Alors, avant qu'on ait, parce qu'on a de temps en temps ce genre de réflexion, il y a des personnes qui nous disent « Ouais, mais je comprends pas, pourquoi Nathalie, elle n'intervient pas ?» Vous avez vu, c'est les conférences de Bruno. Nathalie donne ses conférences, elle organise, elle vient me donner un coup de main. Donc, moi, j'interviens pas, justement, dans ses interventions, elle fait du coaching, etc. Moi, j'interviens pas. Donc, il y a pas de... Il y a très bon rapport entre nous, hein, je viens vous rassurer. On s'entend très bien. On parle de relations. Donc voilà, justement. C'est juste un partage. Voilà. Et un soutien que je lui apporte pour le soulager. Donc, sur les questions... Parce que moi, je ne vois pas le chat, en fait. Hein, donc, j'ai besoin de Nathalie pour qu'elle m'éclaire. Donc, première question. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais des commentaires qui sont intéressants. Alors, déjà, Sylvie. Bonsoir Bruno et bonsoir à toutes et tous. Que faut-il se dire pour réellement s'aimer soi-même? Il faut pas se dire. C'est le fruit de toute une démarche qui se fait toute sa vie, en fait. Toute sa vie, on apprend à faire connaissance avec soi, à se découvrir, avec les autres, avec ou sans leur consentement, parce que les autres, encore une fois, nous renvoient sans arrêt à nos carences, à nos peurs, à nos doutes, mais aussi à nos qualités. Il y a des gens qui éveillent nos qualités, qui nous aident à éveiller nos qualités humaines, qui nous aident... Je parlais de Shimazu Rinpoché, que j'ai fréquenté pendant 15 ans, mais quand il y a un homme d'une telle dimension, je dis souvent que sa dimension n'avait d'égal que son amour pour l'humanité, ça éveille vos propres qualités d'amour et de compassion. Regardez, vous passez beaucoup de temps avec des gens heureux, joyeux, ça va éveiller votre joie. Et c'est en ce sens que c'est très enrichissant les relations. Et puis vous avez des personnes qui, au contraire, vont réveiller votre colère, vont réveiller... mais c'est votre colère. L'autre, il y est pour rien si vous vous mettez en colère. Ça ne veut pas dire qu'il faut provoquer la colère des autres, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est... même une attaque délibérée, il y a plein de façons de la prendre. Si ça ne vous affecte pas, par exemple, quelqu'un, je sais pas, il vous lance un mot malheureux, si vous êtes assez à l'aise, vous allez rire, vous allez dire, bon, aujourd'hui il est un peu fatigué, voilà. Et puis si la motard commence à monter, vous n'êtes pas obligé de monter avec lui, en disant, bon, attends, on va essayer de trouver un terrain d'entente, on va essayer de discuter tous les deux, parce que là, si on va par là, on va pas s'en sortir. Et c'est là où c'est très important. Quand je dis, c'est ce que vous allez apporter dans la relation. C'est se dire comment... si finalement l'autre se met en colère et que moi je pars en colère avec lui, là on est deux personnes en train de monter en colère, donc vous savez tous très bien ce que ça donne. Ça n'a jamais donné quelque chose de très heureux. Et chacun va repartir fâché, c'est épouvantable. Par contre, si vous avez suffisamment de recul et de sérénité, l'autre il est en train de partir dans la colère. Et vous avez assez d'aplomb, lui disant, écoute, on va pas aller par là tous les deux. C'est bon, je comprends ta colère, tu as peut-être des bonnes raisons d'être en colère, mais il y a certainement d'autres façons de résoudre les difficultés. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors on parle souvent de communication non violente. Moi, je comprends pas qu'on met le mot violent dedans. Pourquoi on n'a pas appelé ça communication bienveillante? La bienveillance, c'est... Ça existe aussi. Et souvent on oublie, justement dans la communication, c'est quoi le but quand je communique? Souvent les gens ne savent même pas pourquoi ils communiquent. C'est pour ça que souvent, ils parlent souvent pour rien dire, ou pas très efficace. C'est dans quel sens? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je cherche exactement lorsque je m'exprime? Et souvent, c'est pas clair dans l'esprit des gens. Donc du coup, ils sont toujours à côté. Et ça marche pas. Donc si mon aspiration, c'est de créer du bonheur dans ma relation, donc j'ai ça toujours à l'esprit, en tête. Donc je vais me poser la question, est-ce que mon comportement, ma manière de m'exprimer, est appropriée à mes aspirations? Ça ramène ce que je disais, vous avez eu la bande-annonce au départ, un magnifique travail de Loïc d'ailleurs, que je remercie beaucoup, je suis très touché. Et zut, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Bon, ça va me revenir. Ce que tu disais dans la... Oui, mais justement, je ne sais plus. C'est pas grave, oui, il y a des fois comme ça. Et donc, je reviens à cette notion qui est très importante dans qu'est-ce que je veux mettre dans ma relation? Qu'est-ce que je veux construire dans ma relation? Et comme ça,
vous vous trompez plus. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je citais mon tout dernier livre. C'est pas du tout pour que vous l'achetiez. Hein, je vous demande pas de le faire, mais qui s'appelle "Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire". En fait, c'est ce titre. J'ai donné parce que je suis allé un jour à une conférence d'un lama tibétain qui justement avait donné cette phrase. Il disait: vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. Parce que si vous aspirez, quels que soient vos désirs, quelles que soient vos aspirations, vous comprenez, et c'est tout à fait sensé, que vos pensées, vos actes et vos paroles doivent être en résonance, en cohérence avec votre aspiration. Sinon, ça peut pas marcher. C'est comme si vous avez une fuite à votre robinet, vous n'allez pas faire venir un électricien. Ça serait pas cohérent. Donc le choix que vous allez faire va être cohérent avec votre problème de robinet ou d'électricité ou je ne sais pas quoi. Eh bien, souvent, dans notre vie, ça paraît clair ce que je suis en train de dire. Mais souvent, vous allez voir, vous aspirez des choses, mais vous ne faites pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que vos comportements, votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de vous exprimer, n'est pas en adéquation avec vos aspirations. Et c'est tout le défi de l'être humain, justement. C'est de rendre cohérentes ses aspirations et ses choix, ses orientations, ses paroles, ses actes et ses pensées. Et constamment, je vois cette difficulté qu'ont les gens. Ils désirent une chose, et quand je les vois se comporter, je me dis, mais c'est extraordinaire. Voilà, ils sont en train exactement de cultiver le contraire. C'est comme si vous voyez quelqu'un dans votre jardin, dans son jardin, et qui il est en train de préparer le terrain, et puis il dit bon bah tiens voilà, moi pour cette année j'aimerais bien avoir des choux. Puis il est en train de semer les graines de carottes. Vous allez trouver ça stupide. Vous allez dire attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il dit je veux des choux, puis il est en train de semer des carottes, ça va pas. Mais quand vous voyez quelqu'un qui aspire à une chose et puis qui fait exactement tout l'inverse de ce qu'il faut, je parle souvent, vous savez, de cette notion de résultat. Résultat, je l'ai répété mais des milliers de fois, je dois casser les pieds aux anciens. Ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement. C'est l'aboutissement, c'est de toutes ces causes et conditions que vous allez réunir pour atteindre votre objectif. Donc voilà. Et tout ça, c'est un tout. Mais dans la relation, la première chose, c'est soigner votre communication. Et surtout, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, au départ, dans les relations, comme notre motivation n'est pas claire, eh bien, on va se retrouver, avec quelqu'un un peu par défaut. Parce que, sans le savoir, par exemple, notre motivation, en réalité, c'est parce qu'on a peur d'être seul. Je prends cet exemple. On a peur d'être seul, mais comme dans notre esprit, c'est pas clair. C'est, on va rencontrer le premier venu, puis qui va un peu entrer en résonance avec nos tendances, avec nos peurs, nos désirs, nos aspirations. Alors, il y a des choses qui iront, il y a des choses qui iront moins bien, mais la peur, c'est pas l'amour. Donc, ça, c'est un point qui est très important à définir. Alors, c'est plus compliqué quand vous avez déjà établi une relation avec quelqu'un depuis des années, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, puis vous dites, bon, ça va pas du tout, je suis pas heureuse, ou je suis pas heureux, qu'est-ce que je fais? Bon, parfois, on est obligé de se séparer, parce que, comme disait Mathieu Ricard, quand la somme des souffrances à être ensemble supplante la somme des plaisirs qu'on a à être ensemble, mais il faut arrêter, il faut se quitter, parce que ça n'a plus beaucoup de sens. Donc voilà. Bon, des questions? Il y en a plein là, ça y est. Ah, ça y est. Donc, bon, on y va. Du coup, alors. Alors j'espère que vous avez suivi depuis le début avec tous les schémas, etc., parce que j'ai tout expliqué. Hein. Oui, mais une relation amoureuse qui évolue en relation amicale n'est-elle pas la fin du couple? Oh, mais non, c'est parce que... c'est très libérateur, car on ne souffre plus. Non, parce que c'est l'évolution naturelle de la relation. On va vers quelque chose de beaucoup plus mature. On est beaucoup moins dans la passion. Mais ça n'empêche pas d'avoir, de partager des plaisirs, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est plus posé, c'est plus serein, c'est plus... Moi je vois certains, malheureusement très rares, ces vieux couples qui ont bien vieilli ensemble, où ils se regardent avec ce regard complice. Il y a une amitié, mais qui va au-delà de l'amitié, qui est beaucoup plus profonde, mais il n'y a plus de passion. La passion, c'est très égotiste, en fait, parce que je pense au romantisme. Il n'y a rien de plus égoïste que le romantisme. Parce que dans le romantisme, c'est d'ailleurs Dalai Lama qui disait, il n'y a rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme. Pourquoi? Parce que dans le romantisme, vous n'aimez pas l'autre. Vous aimez l'image que vous faites de l'autre.
c'est pas l'autre. L'autre, c'est, vous allez le découvrir. L'amour, il se crée au fur et à mesure. Ça peut être un geste, un regard. Ça fait des années que vous êtes ensemble, vous vous regardez, vous êtes touché par l'autre. C'est comme vous allez être touché par le chant d'un oiseau justement, ou un oiseau qui vient se poser sur votre fenêtre. Ça va déclencher comme ça. Puis de temps en temps, vous avez justement ces petits moments de lumière très agréables où vous pouvez regarder encore l'autre en étant heureux de le voir à côté de vous, en étant touché. Mais vous n'êtes pas emporté par la passion. C'est une espèce de passion destructrice souvent. Donc, et ça, il y a, je dirais, un sentiment de beauté qui s'associe à cette amitié aussi, à cette amitié vraiment authentique et profonde. Mais les gens ont peur de l'amitié parce que dans le mode passion, on a l'impression qu'on se remplit avec les émotions. On a l'impression d'exister. Les gens, ils ont peur de plus exister quand ils ont plus d'émotions. Regardez toute notre culture, comme elle est émotionnelle. Regardez nos films, toujours avec de la colère, de la violence, de la jalousie, les gens sont extraordinaires. Et on est des gens très émotionnels. Pour un rien, on est capable de se taper dessus. Regardez quand il y a le Black Friday. Les gens, ils se tapent dessus pour être les premiers à choper le truc dans le magasin. Vous dites, mais c'est très immature, mais voilà, c'est un peu le reflet de notre société. Alors, il y a Daniel qui pose une question qui rejoint la mienne. Dans l'histoire d'un schéma du couple que tu décris, là, elle dit, oui, mais si le désir sexe n'est plus là, est-ce qu'on reste quand même ça dépend. Mais là, c'est pareil, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez dans la relation. C'est quoi vos aspirations? Il peut y avoir du sexe jusqu'au bout. C'est justement, s'il y a une belle complicité, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus tendre, de moins passionné, c'est tout. Même la sexualité devient, elle évolue avec ces touches de tendresse, de beauté, de tranquillité, puis de temps en temps, bon, on se permet un petit festival érotique. Voilà, un petit festival érotique. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ça dépend comment vous faites évoluer la relation. N'oubliez pas que vous êtes co-créateur. Vous êtes co-créateur de la relation. Alors parfois, malheureusement, les relations, je pense que je trouve ça assez triste, ces relations qui sont installées dans une habitude. On s'est habitué à l'autre, en fait. On ne se quitte pas parce qu'on s'est habitué à l'autre. L'autre, bon, on est content, il est là. C'est une présence. C'est un peu comme si on avait... voilà, je sais pas, c'est un peu surprenant. On construit rien réellement ensemble. Il n'y a pas de... Et même souvent, on se dit plus grand-chose, on n'a plus rien à se dire. Voilà, on regarde un peu la télé le soir, on bouffe des chips, je sais pas, enfin... C'est l'ennui qui s'installe. Et puis une espèce de désabusement. Alors qu'il doit y avoir au contraire de la vie, parce que quand il y a de l'amour, quand je parle de cet amour inconditionnel, quand il y a de l'amour, il y a de la vie. C'est tout l'inverse. L'amour vous rend vivant. L'amour, la compassion, ça rend vivant. Ça donne une énergie extraordinaire. Vous êtes à l'image de la vie. Alors je vais m'arrêter un petit temps avant de répondre aux questions sur l'amour et la compassion, parce que y a pas mal de nouveaux, et je pense que c'est important, c'est une notion qui doit être bien comprise. J'invite Loïc à le mettre dans le chat, j'ai fait une vidéo, c'est ma toute dernière vidéo justement sur l'amour et la compassion, sur les balades de Bruno, que je vous recommande d'écouter. L'amour et la compassion, c'est quoi? La compassion, en fait, nous invite à reconnaître que l'autre, et puis nous aussi d'ailleurs, parce que c'est pour ça, avoir de la compassion pour soi, c'est très important. Ça veut dire quoi? Si j'ai de la compassion pour moi, c'est puissais-je me libérer de ce qui fait obstacle à mon bonheur. Et qu'est-ce qui fait obstacle à mon bonheur? Mes propres obscurcissements mentaux, c'est-à-dire ce qui m'empêche de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Donc j'ai cette aspiration pour moi-même. Je souhaite me libérer de mes obstacles. Je souhaite me libérer comme disent les bouddhistes, de mes obscurcissements mentaux. Et plus je vais être libre, plus je vais être libéré de ces obstacles en moi-même. Là, j'ai vraiment de la compassion pour moi-même. Et l'amour, c'est quoi? Puissais-je actualiser les causes du bonheur? Les causes du bonheur, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la compassion. L'amour et la compassion que j'actualise de plus en plus et qui prennent place dans ma vie. Et il y a un amour, je dirais que les bouddhistes font la distinction entre l'émotion et l'état. C'est un état, c'est pas une émotion, l'amour. Et là, c'est quelque chose de très mature. Et quand
vous souhaitez du bonheur aux autres. L'amour est inconditionnel. Ça veut dire qu'il est pour tout le monde. Il n'y a pas de condition pour recevoir l'amour. C'est comme une fleur. Elle donne son parfum à tout le monde. Elle ne se dit pas, celui-là, il a droit à mon parfum, celui-là, il n'y a pas droit, etc. C'est pas ça. L'amour, c'est votre nature. Et ben, regardez, moi j'adore l'exemple, parce que les exemples sont dans la nature. Regardez, une fleur, elle va s'ouvrir, elle va libérer son parfum. Et vous, si vous apprenez à vous ouvrir, surtout à ouvrir votre cœur, vous allez voir que vous avez de l'amour. L'amour, il est en vous. Mais il est juste bloqué par vos peurs, par vos doutes, par vos croyances, par vos idées. Mais c'est en vous. Et regardez, quand imaginez vous êtes vraiment, et ça vous est sûrement arrivé, de souhaiter vraiment sincèrement à quelqu'un de trouver le bonheur ou de se libérer d'une difficulté dans laquelle il est empêtré, ça peut être votre enfant par exemple. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Le seul fait de souhaiter du bonheur à quelqu'un crée votre propre bonheur. C'est pas un oubli de soi, mais c'est parce que vous éveillez de l'amour qui est déjà en vous, et vous en êtes le premier bénéficiaire. Et c'est très différent de l'amour-passion, où dans l'amour-passion, on veut que l'autre réponde à tous nos désirs, à toutes nos aspirations, à tout qui soit... on appelle ça de la tyrannie amoureuse, en fait. Après, ça peut être inconscient aussi. Oui, oui, mais bien sûr. Donc, quand j'ai de la compassion pour l'autre, donc maintenant je transpose, j'ai de la compassion pour l'autre, c'est parce que j'ai conscience qu'il est sous l'emprise de ses propres obscurcissements mentaux. C'est pas de la condescendance, c'est un fait. Et donc, vraiment, je vais lui souhaiter, puisse-t-il se libérer aussi de ces obstacles. Et on va voir que, en pratiquant l'amour sur soi et l'amour sur les autres, ça va nous aider justement à éveiller encore plus notre compassion. Et c'est là où les autres sont extraordinaires. Parce que les autres sont autant de supports pour nous, pour éveiller nos qualités humaines profondes, qui vont, elles, participer à notre propre bonheur. C'est tout le sens pour ceux qui sont venus dans les méditations collectives, c'est tout le sens de ça aussi. C'est plus vous allez éveiller ces qualités d'amour et de compassion, plus vous allez ressentir du bonheur pour vous-même. Ça va vous remplir. Alors, qu'en est-il, évidemment? Et l'amour, c'est pareil, c'est de souhaiter que l'autre, il actualise les causes du bonheur. Mais qu'en est-il, justement, quand on est face à des conflits, c'est-à-dire je suis plein d'amour, etc., mais finalement, la relation ne se passe pas bien. C'est là où il faut faire la différence entre le lien et la relation. En surface, vous avez une relation. En profondeur, vous avez un lien. Et c'est Moji qui disait, il y a rarement des rencontres. Il y a plus des relations. Les relations, c'est ce qui se crée en surface. Et c'est ça qui rend difficile. C'est pour ça que Dalai Lama disait, quand il y a en toile de fond l'amour et la compassion, ça aide à mieux gérer vos sentiments et à créer quelque chose de beaucoup plus constructif, parce que vous pouvez prendre de la hauteur et du recul. Et moi, je dirais à cette personne, justement, qui dit, bon, depuis qu'on est devenus amis, c'est un peu plat. Mais est-ce qu'il y a de l'amour et de la compassion? Est-ce que, quand vous pensez à votre conjoint, est-ce que vous êtes capable de lui souhaiter du bonheur? Puisse-t-il se libérer des causes de la souffrance? Et puisse-t-il actualiser les causes du bonheur? Et ça met une dimension absolument extraordinaire de votre relation. Parce que l'autre devient un individu à part entière, c'est plus votre femme, ou votre mari, ou votre enfant, ou votre parent. C'est un être à part entière qui aspire au bonheur, qui a droit au bonheur. Et le fait vraiment de souhaiter et de voir dans quelle mesure vous pouvez participer à son bonheur, pas le rendre heureux à sa place parce que personne ne peut le faire, ça va générer un bonheur immense en vous-même. Donc voilà, j'espère avoir déjà répondu. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées? Oui. C'est Valérie. Quel comportement avoir avec des personnes toxiques qui ont toujours raison et qui disent tout et son contraire? Au revoir. Bye bye. Vous embêtez pas, je pense que c'est souvent, c'est par peur que vous vous infligez des relations justement toxiques. C'est comme si on vous dit, je sais pas, c'est comme si on vous fait prendre conscience que la bouffe que vous prenez, elle est toxique. Quand vous en avez conscience que vous continuez à la manger. Ah non, vous arrêtez, c'est pareil. Donc si vous prenez soin de vous prenez soin de votre corps, vous dites je vais plus ingurgiter ces vacheries, tous ces produits industriels, transformés, etc. J'en veux plus. Moi je me respecte maintenant. Je respecte mon corps, je respecte ma santé. Donc, rappelez-vous la cohérence. Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. Vous ne pouvez pas espérer être en bonne santé si vous avalez n'importe quoi. Dans vos relations, c'est pareil. Il y a un moment où vous allez dire ça suffit, quoi. J'en veux plus. Je vois bien qu'il n'y a pas de dialogue, on peut rien partager avec cette personne. On dit au revoir, salut. Moi, je m'embête pas quand les gens, une personne qui veut avoir raison, j'ai aucun mépris, mais elle fait le dialogue tout seul.
Allez, bon, bah, je lui dis, écoute, si tu as raison, il n'y a pas de problème pour moi, ça va, tu continues, bah, continue, voilà, c'est bien, bah, je te laisse, il n'y a pas de souci, parce que visiblement, tu n'as pas besoin de moi. C'est un monologue, c'est pas un Donc, dialogue. c'est le fait d'en parler, parce que Patricia pose la question, oui d'accord, mais comment arrêter justement? Comment dire bye bye? Mais ça, là, il faut que tu te mettes au clair avec ton désir. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est vraiment une chose qui est fondamentale. Ça, je le répète constamment dans les cours que je donne, dans les retraites, dans les stages. J'arrête pas, je ramène les gens toujours à cette question fondamentale. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, retenez bien ça, parce que ça, c'est vraiment important. Il n'arrivera rien dans votre vie qui n'existe déjà en vous. Si ça n'existe pas en vous, si cette relation à laquelle vous aspirez n'existe pas déjà en vous, elle n'existera pas à l'extérieur. Si vous avez compris que tout est projection. C'est pour ça que c'est important de clarifier vos aspirations dans tous les domaines. Si vous ne clarifiez pas vos aspirations, vous en sortirez pas. Donc la première chose, c'est pour ça que souvent on est avec quelqu'un, c'est même pas ce qu'on fait avec. Nos motivations ne sont pas claires du tout. Donc comment vous voulez construire quelque chose d'heureux si vous-même, la première personne, ne savez pas ce que vous voulez, ce que vous désirez? Parce qu'une fois que vous savez ce que vous désirez, les choses que vous ne désirez plus sont claires. Et là, vous dites à la personne, bon, écoute, on ne va pas continuer, vous mettez fin à cette relation. Elle n'a plus de sens. Elle n'a plus aucun sens. Après, bon, la forme, moi, je ne peux pas y discuter parce que je ne suis pas à votre place, je ne suis pas dans votre peau, je n'ai pas votre sensibilité, je n'ai pas tous les paramètres non plus, donc je ne peux pas donner des réponses très précises. Alors, c'est Colette et Émeric qui posent des questions similaires. Comment cultiver le bonheur dans une relation à distance? L'éloignement ne risque-t-il pas d'effriter les sentiments? Et Émeric qui pose la question, les relations à distance, comment faire pour la gérer et ne pas avoir peur que ça s'arrête? Mais pourquoi une relation à distance? Ouais, c'est la question que je me pose. Pourquoi vous avez une relation à distance? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché quelqu'un qui est plus près? C'est intéressant quand même, les choix que vous faites. Est-ce que vous n'auriez justement pas peur de la relation? Que vous avez besoin d'une relation à distance? Alors, est-ce que c'est parce que c'est dû à un éloignement? Là, j'ai pas les informations. Donc, il me faudrait plus d'informations. Mais en tout cas, je vois souvent des relations, des personnes, elles vont rencontrer quelqu'un, elles habitent, il y en a une qui habite à Lille, et puis l'autre, elle habite à Montpellier ou comment ça va, à Tarbes ou je sais pas quoi. Donc, c'est très loin. Donc, ils se voient une fois tous les tremblements de terre. Je me dis, mais comment ça se fait? C'est pas par hasard que vous avez ce genre de relation. Vous avez peut-être peur de l'intimité, vous avez peur de passer du temps avec l'autre, vous avez peur de... C'est cette relation de proximité, est-ce qu'elle ne vous fait finalement pas peur? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-ce que vous avez ce genre de relation? Parce que sinon, vous auriez rencontré, si vous aviez envie d'une vraie relation, où vous avez du temps, où vous pouvez vous voir régulièrement pour partager, pour construire cette relation, vous ne seriez pas allé au bout de la France pour la rencontrer. Né dans un autre pays. Parce que je vois, il y en a qui arrivent même à voir, ils se voient tout. Moi, j'ai connu quelqu'un, ils se voyaient tous les 6 mois. Je dis, comment vous voulez construire une relation? C'est pas une relation, ça. C'est le jour où ils se mettent ensemble, c'est une catastrophe parce qu'ils n'ont pas pas fait connaissance. Ils savent rien l'un de l'autre. Donc c'est curieux comme relation. Catherine qui dit, c'est pas une question, mais voilà, elle dit, c'est si difficile d'être seul sans aucune relation. Mais non, parce que là aussi, c'est pareil, vous pouvez avoir des relations. Il y a si vous faites de la place pour l'autre, mais il faut qu'il y ait de la place en vous. Mais si c'est plein si c'est plein de peur en vous, si c'est plein de croyances, si c'est encombré, il n'y a pas de place pour l'autre. Donc vous rencontrez personne parce que vous n'êtes pas disponible à une relation. Une personne qui veut vraiment pas être seule, regardez, on est de plus en plus de monde sur la planète. On est plus de 7 milliards maintenant. Et on me dit, on n'arrive pas à se rencontrer. Je me dis, il y a un truc qui colle pas, quoi. C'est quand même extraordinaire. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une personne qui aimerait passer du temps avec vous. Sauf si vous ne vous aimez pas suffisamment vous-même pour que cette personne elle puisse entrer dans votre vie. Parce que quelque part, c'est quoi ne pas s'aimer soi-même? C'est s'interdire le bonheur. C'est de se dire, mais je ne suis pas assez bien pour rencontrer quelqu'un, je ne m'aime pas assez, ou je ne mérite pas son amour, etc. Enfin bon, bref, c'est tout compliqué dans la tête. Et ce qui fait que vous ne rencontrez personne. Donc il est temps de créer un espace en vous, et de commencer à accepter d'être aimé, de recevoir de l'amour des autres aussi, et vous serez plus seul.
juste une question donc de Tina. Pouvons-nous retomber amoureuses après des échecs et à 49 ans? Bon, bien sûr. Comment? Moi, je connais des gens qui se sont mis ensemble à 70 balais. C'est fantastique. Moi, je trouve ça. Et puis, ils étaient amoureux comme des adolescents. C'est extraordinaire. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Faut juste arrêter d'avoir peur, quoi. La relation, c'est un apprentissage. On apprend sans arrêt. C'est pas une finalité, la relation. C'est une chance d'apprendre, de se découvrir, et puis évidemment de partager des choses ensemble, d'apprendre de l'autre, de sa différence, et puis de créer des choses aussi ensemble. Aurélia, on a tous nos défauts et qualités. Moi, je m'exprime beaucoup avec mon ami, mais lui ne s'exprime pas beaucoup et j'ai l'impression d'être seule dans mon dialogue pour avancer dans cette relation. Oui. Est-ce que vous ne seriez pas celle qui construit la relation? Parce que, comme je disais, c'est un peu comme jouer au tennis. Il faut que chacun envoie la balle, parce que sinon, ça ne va pas être drôle. Au bout d'un moment, vous en allez avoir marre. Alors, est-ce que vous ne prendriez pas trop de place pour que l'autre ne puisse pas en avoir? Mais aussi, il faut qu'il prenne sa place. La relation, c'est toujours 50-50. Moi, quand une personne vient se plaindre de son conjoint, j'aimerais bien voir l'autre aussi. C'est toujours 50-50. Vous impliquez tous quelque chose dans la relation. Donc, là, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de la communication. Et puis, je vais corriger quand même un truc. Nous avons des qualités et des défauts. Non, je pense qu'il faut le voir autrement. Nous avons tous des caractéristiques, pas des défauts. C'est d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase d'un philosophe, je ne sais plus qui a dit ça d'ailleurs, il disait: une qualité, c'est un défaut qui sait se rendre utile. Moi, j'ai trouvé ça extraordinairement positif. C'est toujours une chance d'apprendre. Et puis l'autre, s'il est avec vous, c'est qu'il a dû trouver en vous des choses qui lui plaisaient, qui lui correspondent et qu'il aime bien. Mais par contre, il faut peut-être essayer d'établir un vrai dialogue, pas juste discuter, faire du monologue, de parler, d'échanger, d'essayer de voir, poser-lui des questions peut-être, essayer de voir, voir ce qui l'intéresse aussi. Là, je parle de la forme, hein. Moi, j'essaie de traiter surtout le fond. Mais dans la forme, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Lisez le livre de Scott Peck, il est vraiment pas mal du tout, vous allez voir. C'est les chemins les moins empruntés. Voilà. Bon, mais ça affuse, hein, ça y va. Oui, on va passer une soirée. Hein. J'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. Alors j'espère que vous ne serez pas trop frustrés, hein, parce que je ne sais pas si je pourrais répondre à tout le monde. Je les prends un petit peu à un ordre chronologique, en fait. En tout cas, merci encore d'être là. C'est vraiment un vrai plaisir de passer ces soirées avec vous. Alors, on vous dira, peut-être pas trop vite, mais d'ici la fin de cette conférence, je pense que c'est important que vous vous donniez les moyens. Et on vous parlera de moyens, justement, après. Voilà. Et on va vous donner des moyens. Parce que je pense que ça, c'est quand même important, que vous ayez des moyens pour, justement, vous accomplir, vous réaliser. Parce que s'il n'y a pas une prise en charge de soi-même par soi-même, s'il n'y a pas cette recherche d'accomplissement, de réalisation personnelle, c'est très difficile de construire ce genre de relation. Parce que le point de départ, c'est vous. Il ne faut pas chercher le problème à l'extérieur. C'était d'ailleurs Shimon Rinpoche, il me disait toujours, les obstacles ne sont pas à l'extérieur, ils sont en nous. Il faut se libérer de ces obstacles. Ouais. Et une fois qu'on est libre de cet obstacle, après, on voit que ça change justement dans la relation. Elle va évoluer d'une manière ou d'une autre. Positivement, ou alors on dira au revoir, quoi. Donc là, du coup, tu viens de répondre à la question de Stéphane qui demandait justement mais comment faire pour se libérer des peurs. Alors on va en parler, je vous ai donné tout ça. Donc restez avec nous. On va même vous faire un petit cadeau. Je pense que c'est Liliane Lefebvre. Quand votre compagnon meurt jeune, peut-on avoir peur de perdre à nouveau? Non, je pense que c'est des choses, malheureusement, qui arrivent tout le temps. Mais je dirais que le décès peut être aussi une occasion de se poser des questions beaucoup plus fondamentales, justement, sur le sens de la relation. Et moi qui passais beaucoup de temps avec les bouddhistes, j'ai été confronté à quelque chose qui au début était si douloureux parce que pour nous les occidentaux c'est des choses dont on ne veut pas entendre, on met de côté. Mais eux ils abordent volontiers le sujet de la mort. Et ils disent, d'ailleurs ils enseignent deux grandes méditations. Il y a deux grandes méditations. La première c'est la certitude qu'on va mourir un jour, c'est un fait.
auquel nul n'échappera. Et la deuxième certitude, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. On n'a aucune certitude, ça peut nous arriver demain, moi ça a failli m'arriver il n'y a pas encore très longtemps, il y a 5 ans, il me restait plus que 2 jours à vivre. Donc vous voyez, on n'a aucune certitude sur ce moment où on va dire au revoir à tout le monde. Donc on est tous, je dirais, la vie d'une certaine manière est dangereuse. Il ne faut pas grand-chose, vous savez, il y a des gens qui meurent de septicémie, ça va aller très vite, vous vous balancez sur une chaise, vous rompez le cou, il faut très peu de choses, ça va très vite. Quand vous voyez le nombre de morts qu'il y a, d'ailleurs justement on parle du Covid, où tout le monde, on effraie tout le monde avec ce Covid, quand vous voyez le nombre de morts qu'il y a par cancer aujourd'hui, et les cancers explosent, je suis étonné qu'on s'en inquiète pas plus. Et donc ça nous interpelle sur le sens de la vie. Et moi au début, quand j'ai commencé à aborder ces méditations, c'est pas évident, parce que nous on est vraiment dans le paraître, on veut pas entendre parler de ces choses, d'ailleurs on voit plus nos morts, ou très peu, on met tout ça de côté, on essaie de s'épargner le plus possible la souffrance. Moi je suis allé en mission humanitaire en Afrique, mais vous voyez les gens mourir, moi j'ai vu des enfants qui mouraient de faim, ou qui étaient déformés par la faim. Vous assistez, et quand vous rentrez en Occident, vous dites, mais on est vraiment des enfants gâtés, quoi. C'est quelque chose de fantastique. Et on a perdu ce sens, justement, des choses. Et la mort, elle, comme disent les bouddhistes, elle donne un sens à la vie. C'est pas, nous, on ne veut pas en entendre parler, mais quand on médite, justement, et pour ceux qui ont déjà vécu des expériences de proximité de la mort, ou qui ont frôlé la mort de près, savent de quoi je parle. Ça remet énormément de choses en question, parce que ça nous ramène à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Si ce n'est que de construire le bonheur avec les autres. Donc, même si sur le moment vous êtes encore dans la peur, mais c'est l'occasion de la dépasser et de donner justement une intensité nouvelle à vos relations avec les autres. De donner une profondeur qu'elles n'avaient peut-être pas jusque-là. Justement, puisque cette mort, moi j'ai perdu des amis, j'ai perdu, j'aime pas le mot perdre, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont toujours là. Shimon Rinpoche est parti, j'ai accompagné ma mère au moment de la mort, et tous ces moments sont des moments qui nous interpellent, parce que ça touche aux peurs fondamentales de la vie. Mais c'est aussi l'occasion de les dépasser, de s'en libérer, et de créer quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique. Il y a beaucoup de questions, donc... Alors... Ouais, je vois, il y a... Bon, on va recouper, je pense que je répondrai en même temps, il y a des questions qui se rejoignent, donc vas-y. Sirène, comment expliquez-vous que depuis notre séparation, je me sens presque obligée de gâter ma fille? Parce que vous compensez, c'est normal. Vous êtes en manque d'amour. Donc vous reportez toute votre attention sur votre fille, mais vous avez dit un mot quand même qui est intéressant, vous gâtez votre fille. Donc faites attention de ne pas la gâter. N'oubliez pas votre fonction de mère, qui est d'accompagner votre fille et de l'aider à créer elle-même son propre bonheur, et pas de satisfaire tous ses désirs, toutes ses attentes. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'autonomie est très importante, parce qu'on peut aider les autres à construire leur bonheur, parce que nous, on s'est libérés. C'est le sens du vœu de bodhicitta, par exemple, des bouddhistes. Alors, je suis désolé de parler des bouddhistes, mais on le retrouve dans beaucoup de traditions. Mais bon, c'est la tradition que je connais le mieux, je suis désolé. Mais je suis pas bouddhiste pour autant. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de noblesse là-dedans, de se dire, c'est en réalisant, en m'accomplissant moi-même, je vais pouvoir aider les autres à se réaliser, s'accomplir. Et je dirais que c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, parce que c'est le fait de réaliser pleinement ce que je suis, je permets à l'autre de réaliser aussi ce qu'il est, simplement par ce que je reflète, par ce que je vibre de toute ma personne. Patricia, bonsoir. Comment se protéger lorsque les émotions sont excessives et que les relations avec les autres envahissent de manière agréable, certes, mais aussi m'atteignent trop, c'est-à-dire qu'ils font mal? En fait, vous n'avez pas à vous protéger des émotions. Vous avez besoin de les apprivoiser. Ce ne sont pas vos ennemis, mais je pense que... vous voyez, je parlais de notre société qui est la société du paraître, où
on essaie de donner la meilleure image qu'on veut aux autres. Et le problème, c'est qu'on est obligé de combattre tout ce qui n'est pas en rapport avec cette image qu'on veut donner. Ce qui fait que ça a fait de nous des êtres, excessivement émotionnels. Nous sommes très émotionnels parce qu'on essaie de combattre nos émotions, au lieu de les accepter. Parce que plus vous allez les accepter, et c'est tout le sens de la démarche dont je vous parlerai après, c'est plus vous allez accepter vos émotions, plus vous allez apprendre à les apprivoiser, à les aimer même. Elles vont devenir des alliés. Et elles vous effrayeront moins. Et ce qui fait que l'émotion de l'autre vous affectera moins. Parce qu'en fait, finalement, si l'émotion des autres vous affecte, c'est parce que elles entrent en résonance avec vos propres émotions que vous essayez de combattre. Le jour où vous êtes en paix avec vous, l'autre peut se mettre en colère, il peut être dans tous ces états. C'est vous restez en paix. Et ça vous permet justement d'agir de manière beaucoup plus appropriée. Zaza du pot d'étain. Je ne m'aime plus physiquement, je ne ressemble plus à celle dont mon ami est tombé amoureux, alors je cache mon corps et cela en fait partir notre intimité. Comment faire? Alors, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Vous êtes en train de dire que vous faites aimer pour votre corps. Votre corps, il change. Moi, j'ose pas imaginer la bouille que j'aurai quand j'aurai 90 ans, vous voyez. Et je me dis, si l'autre il est encore avec moi, c'est qu'il m'aime. Donc, je pense que c'est important. Là, vous avez un rapport au corps qui... L'amour doit évoluer, justement. On parlait de l'amour, compassion. Et en fait, vous vous empêchez, et vous empêchez votre couple de partager de l'intimité parce que vous ne vous aimez pas. Donc je pense qu'il est temps de retrouver ce chemin de l'amour justement pour vous-même. Aussi bien pour votre corps, parce que votre corps c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un don de la nature. Sauf que le pauvre, on le maltraite, on lui fait avaler, comme je disais tout à l'heure, on lui fait avaler tellement de choses d'épouvantables, et après on s'étonne de ne pas être en bonne santé. Quand on voit, il y a des peuples qui tombent jamais malades, ils n'ont même pas de médecin, parce que ils sont tellement bien, ils sont tellement heureux, ils sont tellement en paix, ils vivent tellement en cohérence avec la nature qu'ils ne tombent jamais malades. Ils connaissent pas le surpoids, ils connaissent pas ce genre de choses. Donc je pense que justement, c'est en retrouvant le chemin de l'amour pour vous, vous allez apprendre à vous aimer, à vous respecter, et votre corps, justement, il vous accompagnera aussi. Et puis, j'imagine que c'est pas votre corps que vous donnez à votre ami, c'est votre amour. Et ce que vous êtes. Et ce que vous êtes. Qualité. Et ce que vous partagez avec. Oui. Et demandez-lui si lui, il pense la même chose que vous. Et si c'est le cas, il se trompe. Vous n'êtes pas qu'un corps. Oui. Puis surtout faites fi de tout ce qui concerne l'apparence, le corps qu'on veut nous imposer par les médias, etc. Oui, il y a un vrai dictat de l'apparence. Il y a un dictat de l'apparence et l'essentiel, comme dit Bruno, c'est de vous aimer d'abord vous, en tant que femme. Quelle femme êtes-vous? Alors, Kat Vino. Quels indices peuvent montrer que la relation doit prendre fin? Car si l'un des deux travaille sur lui-même, cela peut faire perdurer une relation, puisqu'on comprend ce qui se joue et on excuse l'autre. Ah, si vous excusez l'autre, ça marche pas. L'autre, il est responsable de ce qu'il fait. Donc, vous pouvez pas l'excuser. Faut pas te confondre. Je me rappelle cette phrase de Kersozon, j'avais adoré parce que il avait fait une longue traversée et puis il avait dit après ce long périple, il a dit comme ça, j'ai découvert ce que c'était le respect, mais ça n'autorise pas l'autre à m'emmerder plus de 10 minutes. Bon, c'est amusant, mais en même temps, ça traduit un peu le fait que se respecter, justement, ça ne veut pas dire qu'on doit pour autant tout accepter de l'autre. Surtout, comment dire, si on est avec l'autre, comme je l'ai dit au départ, c'est dans l'aspiration de créer quelque chose d'heureux. Je pense qu'encore une fois, la question qui se pose, et vers laquelle je vous ramènerai toujours, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Une fois que vous avez clarifié ça, vous pouvez voir si ce que vous êtes en train de faire ou de vivre correspond à votre aspiration. Et c'est pour ça que souvent, les gens n'osent pas se poser la question de savoir ce qu'ils veulent. Parce que ça va les obliger à voir que finalement, ils n'ont pas du tout la vie à laquelle ils aspirent vraiment. Et ça leur en faut un coup, mais c'est l'occasion de changer, justement. Joël, quelquefois, lorsqu'on est dans la communication bienveillante, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, alors que l'autre est en colère, cela l'énerve encore plus. Oui, parfois, mais ça dépend aussi si c'est
il faut que ça soit vraiment authentique. Hein. Il faut pas, parce que des fois, moi, j'ai vu certains communicants qui faisaient la communication non violente et finalement, comment dire, j'ai pensé tout à l'heure, je me disais, il faut pas que la communication non violente soit juste en surface. Ça doit émaner de nous. Ça doit être une authentique bienveillance. Parce que souvent, et rappelez-vous les schémas que j'ai mis au départ, toutes les projections qu'on porte en nous, je me dis, si l'autre, ça l'entraîne vers plus de colère, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la communication. Parce que si on est en paix, on doit être capable d'entendre la colère de l'autre et de l'amener, de lui dire, écoute, mais justement de calmer le jeu, de lui dire, écoute, je comprends ta colère, mais qu'est-ce que tu veux exactement? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu essaies de me dire à travers ta colère? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à changer. Et alors là, si c'est d'armes encore plus, et que si vous prenez ce genre de disposition, bon, il y a des choses, il y a des personnes qui restent campées sur leur position, vous pouvez rien faire. C'est comme, je reprends l'exemple, vous jouez au tennis avec quelqu'un, lui, il vous renvoie jamais la balle, vous dites, bon, bah, écoute, rentre chez toi, on va arrêter de jouer au tennis parce que je vois que ça t'emmerde, et puis moi j'ai quand même envie de jouer au tennis, donc je vais essayer de me trouver un partenaire avec qui je peux jouer au tennis. C'est un peu schématique, mais c'est un peu ça. Donc, faites attention que la communication non violente ne soit pas juste un truc de surface. Ça doit être vraiment un truc que vous portez en vous. C'est pour ça que quand je parle de bienveillance, on a déjà de la bienveillance à l'égard de soi-même. On a du respect envers soi-même. On a de l'amour envers soi-même. Et puis surtout, on se met au clair avec ses peurs, avec ses propres colères, avec ses propres émotions. C'est pour moi la vraie communication bienveillante. Elle émane de toute cette démarche d'années de pratique qui nous a amenés à être à l'aise avec nos propres tendances personnelles. Parce qu'on ne peut pas traiter la colère d'un autre si on n'a pas traité la sienne. C'est pas possible. C'est comme on ne peut pas apprendre à quelqu'un à nager si on ne sait pas nager soi-même. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord cette démarche à l'égard de soi-même. Alors Corinne, comment faire pour déterminer ce que l'on désire quand il est dans sa nature de faire passer ce qu'on aime avant tout? Pour moi, il m'est impossible d'imposer une frustration à ce que j'aime. Ah oui, et ben c'est ça le problème, c'est que ça risque de durer encore longtemps alors. C'est la question, est-ce que le fait que vous vous oubliez pour l'autre participe vraiment à son bonheur? C'est ça la question que vous devez vous poser. Est-ce que ça crée vraiment son bonheur? Parce que vous, en vous oubliant, vous êtes dans la frustration en permanence. Donc finalement, il y a pas deux personnes heureuses. Il y a deux personnes malheureuses. Parce qu'à mon avis, la frustration, il y a un psychologue qui disait, la frustration, ça fait grandir. Vous ne pouvez pas dire oui à tous les désirs de l'autre. Vous pouvez, regardez d'ailleurs, les parents qui ont peur de blesser leurs enfants, qui donnent tout à leurs enfants, ben, ils les gâtent. Ça devient des tyrans. Ils deviennent épouvantables plus tard. Vous en faites des barbares. Parce que vous ne leur avez pas appris à être frustrés en disant bah non, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Parce que dans la vie, ils ne pourront pas avoir ce qu'ils veulent. J'imagine, je vois souvent ces mères qui sont harassées, qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus, et qui se sentent, au lieu d'aller se reposer, de dire à l'enfant, écoute, je vais aller un peu me reposer, parce que je suis vraiment très fatigué, j'ai besoin de me reposer, après je m'occupe de toi, et qui se sentent obligés. Pourquoi? Par culpabilité. Alors que ça rendrait beaucoup plus service à l'enfant que la mère se repose, elle se détende, elle va accueillir son enfant en étant détendue, en étant reposée. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter beaucoup plus de choses que si elle est tendue, fatiguée, harassée. Donc il faut vraiment se débarrasser de cette satanique culpabilité. Et ça, c'est pour ça que je disais, ça implique justement toute une démarche. Oui, et du coup, tu réponds à la question d'Isabelle qui dit « Pas facile pour une femme de répondre à ses propres besoins quand on a des enfants sans ressentir de la culpabilité ou un sentiment d'égoïsme. » Mais oui, mais vous n'êtes pas égoïste quand vous prenez soin de vous. Il faut bien faire la distinction entre, se préoccuper de soi qui est autre chose, et s'occuper de soi, s'occuper sainement de soi. Je le répète souvent, mais vos enfants, ils n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Parce que vous leur donnez des repères, vous êtes en train de leur dire, on peut être heureux mes enfants dans la vie. Mais par contre, ça implique
une certaine attitude d'esprit qui se cultive tous les jours. Ça demande une certaine discipline, une certaine... enfin, c'est des qualités que vous développez. Et là, vous allez apporter quelque chose de magnifique. Regardez, je prends n'importe quel domaine. Je pense, là, en ce moment, j'ai en tête un chef d'orchestre extraordinaire, mais qui fait vraiment des grandes choses. Mais dans l'apprentissage, il ne va pas dire à son élève « Oui, c'est bien ce que tu fais », alors que ce n'est pas le cas. Parce que s'il a peur de le frustrer, il va dire « non, attends, je vais... » Il va lui dire « non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. » Donc il va sans arrêt corriger, et l'élève, il accepte d'être corrigé parce qu'il a envie d'être un bon musicien. Ce qui va faire un bon musicien, c'est qu'il aura un prof qui va l'élever, qui va le tirer vers le haut. Pas un prof qui va lui dire « mais c'est bien, ça va, vous progressez pas avec quelqu'un comme ça. » Bien avec un parent, c'est pareil. Si vous voulez que votre enfant il soit heureux, il faut que vous soyez heureuse ou heureux. Et vous allez les tirer vers le haut. Moi, je peux vous assurer qu'avec Shimon Rinpoche, je crois que j'ai jamais eu autant de frustration avec une personne qu'avavec Shimon Rinpoche. Mais il m'a fait des bons en avant extraordinaires. Il m'a mis les coups de pied aux fesses que j'aurais dû recevoir quand j'étais plus jeune. Parce que mes parents aussi, ils étaient gentils. C'est pas qu'ils me passaient tout. C'est parce que bon, moi, on n'avait pas une véritable éducation. Donc, nos enfants ont besoin de parents heureux. Devenez des parents heureux. Occupez-vous de vous. Et vous allez aider vos enfants. Moi, j'ai souvenir, mes parents n'ont pas eu une vie très heureuse. Mais je n'oublierai jamais un moment qu'ils ont vécu. Ils sont partis, une des très rares fois où ils sont partis en vacances. J'ai vu ma mère rentrer, elle était rayonnante, reposée, elle était magnifique. Je me suis dit, mais j'étais heureux. Parce que l'enfant, il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que de voir ses parents heureux. C'est magnifique de voir ses parents heureux. Et vos enfants, ils ont besoin de parents heureux. 20 ans, donc Mumu l'animatrice, 20 ans de création de bonheur sans enfant et brutalement une crise alors que nous avons les mêmes valeurs. Comment la surmonter? Je comprends pas. Une personne qui est en relation avec une autre personne. D'accord. Ils ont créé 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, 20 ans de création de bonheur, ils n'ont pas eu d'enfants. Et brutalement, là, ils sont en crise alors qu'ils ont les mêmes valeurs. Comment la surmonter? Il y a quelque chose qui était caché. Bon, si c'est qu'une crise, vous savez ce que ça veut dire, crise. C'est du grec qui veut dire faire un choix. Et comme j'ai dit, il n'y a que des crises de croissance. Donc vous êtes en crise parce que vous grandissez, parce que vous croissez. Un couple qui n'est pas en crise, moi ça m'inquiète. Ça veut dire qu'il ne progresse pas. Sinon on est dans une espèce de bonheur romantique où on n'est jamais chahuté. Quand vous traversez la mer, vous êtes chahuté. Vous traversez le brouillard, vous traversez les tempêtes. C'est tout ce que vit un couple, puisque c'est à l'image de chacun qui compose le couple. Donc forcément, il y a des crises. Et vous allez la dépasser, cette crise. S'il y a de l'amour en arrière-plan, pourquoi avoir peur? Moi, je suis pas inquiet quand il y a une crise, parce que l'amour, il est toujours là. Il n'a pas de raison de s'arrêter. C'est peut-être que vous avez encore des peurs, justement, la peur qu'il s'en aille, la peur qu'il vous quitte, et la peur peut-être de découvrir que ce bonheur que vous avez créé manquait peut-être encore de profondeur. Alors c'est l'occasion de lui donner des racines encore plus profondes et de le rendre encore plus solide. Camilla, pourquoi les hommes d'aujourd'hui n'osent plus aborder les femmes? Car moi, je suis de l'ancienne école et je ne me vois pas faire le premier pas et draguer. Vais-je donc rester seule? Vous leur faites peur. Non, vous êtes... vous pouvez faire aussi... vous pouvez tendre une perche aussi. Je veux dire, c'est un homme, il a besoin de signes aussi. Si vous lui donnez aucun signe, comment vous voulez qu'il aille vers vous? Alors c'est vrai qu'il y a un peu cette génération où... les hommes ont peut-être un peu perdu de leur côté masculin, de leur côté yang, ils osent plus y aller. Bon, c'est vrai que parfois ils ont peur d'être un peu macho. Bon, on peut y mettre les formes, on peut séduire une femme plutôt que de la draguer. Mais bon, voilà, laissez une chance à l'autre d'aller vers vous aussi et donner des signes, parce que si vous donnez pas de signes, ça va être difficile aussi. De dire coucou, je suis là. Jean-Louis, comment gérer la jalousie des autres face au bonheur que l'on vit?
L'aimer par l'amour. Par l'amour, c'est quelqu'un qui est en souffrance. La jalousie, c'est vraiment une souffrance, il y a un manque d'estime de soi. Je parle là d'amour inconditionnel, hein, je ne parle pas de l'amour affectif. C'est vraiment d'aimer l'autre et de lui souhaitez-lui vraiment du plus profond de votre cœur qu'elle puisse se libérer de cette jalousie. Parce que c'est un fléau, c'est un obstacle, c'est un vrai poison. Personne n'est heureux dans la jalousie. J'ai jamais vu quelqu'un, de toute façon, même dans la colère, dans toutes ces tendances égotistes. Quand je dis égotiste, c'est pas dans le sens péjoratif. Hein, moi, quand je vois quelqu'un qui est en colère, je vois pas quelqu'un il peut être destructeur, mais je vois surtout quelqu'un qui est en souffrance, qui est pas heureux. Quand je vois quelqu'un qui est aux prises avec la jalousie, c'est vrai que ça peut être c'est pas agréable pour celui qui la reçoit, mais c'est avant tout quelqu'un qui est en souffrance. Donc, alors peut-être justement lui recommander à la personne d'aller faire peut-être une démarche, une psychothérapie ou entreprendre une démarche. J'espère que Sandrine en aura répondu à votre question, qui posait justement cette question: comment se comporter face à un compagnon excessivement jaloux? Le rassurer semble inutile. Non, ça sert à rien. C'est parce que c'est un problème de fond. C'est lié à un manque d'estime de soi. Personne qui est jalouse, elle manque d'estime d'elle-même. Elle a l'impression que toujours elle sera jamais assez bien. Donc, et puis derrière, c'est de la peur. Hein. On parle de jalousie, mais en réalité, c'est de la peur. C'est la peur de l'abandon, c'est la peur d'être laissé, la peur de ne pas être aimé. Enfin bref, on met des mots là-dessus, mais... Sunshine, pourquoi ai-je du mal à faire confiance, quel que soit ce que peut me dire la personne que je viens de rencontrer? Pas parce que vous n'avez pas confiance en vous, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faudrait cultiver un peu plus la confiance en vous. Et ça s'acquiert. Hein. Ça s'acquiert. Maryse, mon compagnon a mis fin à notre relation. Il ne sait pas me donner autant que je donne et se demande s'il a autant d'amour. Ici, il réfléchit pour savoir s'il veut continuer ou pas. Que faire? Oh là, c'est quoi ça? Ça se calcule pas, l'amour. Est-ce que je donne plus que l'autre? Est-ce que je donne moins, etc. Mais ça, il faut pas confondre les affects et l'amour. C'est pas la même chose. Donner de l'affection, c'est une chose. Il y a des gens qui sont un peu plus démonstratifs que d'autres. Et puis, mais l'amour, c'est à un autre niveau. C'est pas la même chose. Donc là, il faudrait quand même peut-être creuser la question. Mais bon, la question est surtout de savoir est-ce que vous y trouvez votre compte et est-ce que vous avez envie de continuer. Dany, seule, 65 ans, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de sérieux, alors je préfère refuser toute relation et la solitude imposée me donne des angoisses violentes. De sérieux? Pourquoi de sérieux? Vous voulez pas quelqu'un de drôle, au contraire, qui mette de la vie dans votre vie? Déjà, quand on me dit je veux quelqu'un de sérieux, sérieux à 65 ans, bon, en général, il n'y a plus beaucoup de risques qu'il aille galoper ailleurs, mais... mais en attendant, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui est heureux dans la vie. Je pense que la question, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, alors d'abord, il n'y a pas d'âge pour créer du bonheur, et ensuite, la relation, elle doit être en vous. Je l'ai dit tout à l'heure, mais rien qui n'existe, comment dire, il n'y a rien qui n'arrivera dans votre vie, ça n'arrivera pas si ça n'existe pas d'abord en vous. Vous devez le faire exister. Et c'est pour ça que moi, je dirais, je vais vous faire un exercice. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez noter la relation que vous voulez avoir. Quel genre de relation? Même si vous êtes en couple, oubliez ça. Mettez ça de côté pour le moment. Quelle est la relation que vous voulez avoir? Quelle est la relation que vous voulez avoir? Et je vous invite à mettre tout en haut qu'il y ait de l'amour dans votre relation. Et ça, c'est très important. Et faites-le exister. Nourrissez-le toujours, 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 toujours. Et puis de l'autre côté, vous allez noter, en rapport avec ce que vous avez déjà vécu, justement, vous allez noter tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous ne voulez pas dans votre relation. Parce que si vous voulez que ça n'arrive plus, il faut d'abord l'identifier, et pour pouvoir vous dire, bon, ça, ok, j'ai donné, j'en veux plus, j'aspire à autre chose. Bon, je donne ça un petit peu de manière superficielle, parce que ça peut se creuser de manière plus profonde, mais on n'est pas là pour faire un coaching, c'est une conférence. Donc, je suis pas là pour vous accompagner, je donne des cours pour ça, et justement, j'allais aborder la question des moyens. Parce que là, on arrive à la fin de la conférence. Ça fait 1h30. Ouais, ça fait 1h30, hein, quand même. Vous savez. Alors,
au regard, et je vous invite à regarder la conférence au début, puisque je pense que les schémas, ça va vous parler. Vous savez, si vous voulez acquérir quelque chose en profondeur, il faut passer du temps. Moi, il y a une chose que je regrette aujourd'hui quand je vois toutes les démarches qui existent, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est des consommateurs spirituels. On consomme, mais on n'approfondit pas, on creuse pas la question. Donc on reste toujours en surface, et il n'y a rien de solide qui se construit. D'ailleurs, c'était les sages que je rencontrais qui disaient en Occident, vous papillonnez d'un guide à l'autre, vous changez sans arrêt, parce que dès que ça commence à vous toucher, hop, vous vous barrez, et parce que vous approfondissez pas, vous essayez pas de voir au fond ce qui fait obstacle à votre bonheur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gadgets, on se met même des trucs sur les oreilles, avec des sons, des images, on pense que c'est par des moyens mécaniques qu'on va arriver à quelque chose de naturel et d'humain. Bon, là j'ai quand même quelques doutes. Ça peut avoir des effets, c'est vrai, sur le système neurologique, en tout cas au niveau de l'équilibre nerveux, ça peut éventuellement avoir. Mais je pense que si vous voulez vraiment un changement profond, ça nécessite de se prendre en main. Votre bonheur, c'est quelque chose qui se prend en main et ça se prend pas à la légère. C'est dommage que les gens prennent leur bonheur à la légère. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ils vont dans un magasin, tiens, je prends ça, tiens, je prends ça, je prends ça, voilà. Et puis, ils veulent changer. Et puis, ils vont voir un coach, ils font une séance avec, ils disent, bon, voilà, puis après, ils vont en essayer un autre, et puis donc, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que ça marche? Donc, moi, et c'est pas je tiens, et j'insiste, pour moi, c'est très important parce que une démarche, elle doit se consentir, on doit le désirer, on doit la souhaiter. Parce que sinon, ça ne marche pas. Parce qu'une personne qui ne s'implique pas, qui ne se prend pas, qui ne décide pas de se prendre en main, ça ne marche pas. C'est parce que j'entends trop souvent des gens qui disent « j'ai suivi cette méthode, mais ça ne marche pas ». C'est pas la méthode qui marche. C'est vous comment vous l'utilisez. On ne va pas accuser un marteau de mal sculpté. C'est comment vous l'utilisez. Une méthode, c'est neutre. Donc, la question, c'est de savoir si vous avez envie de vous impliquer. Donc maintenant, je vais vous présenter, nous, ce qu'on fait. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. On a proposé, et d'ailleurs, Loïc va vous mettre dans le chat, parce que je ne vais pas entrer dans le détail, tout est donné dans cette vidéo où je parle du cours dans le détail. Vous avez 3 cycles de formation, et vous allez pouvoir les trouver sur le site. Et vous allez voir sur cette vidéo qui se trouve sur Facebook, d'ailleurs, il y a tous les témoignages des gens qui la suivent. Vous allez voir, c'est un accompagnement il y a 7 semaines de cours dans le premier cycle, il y a 12 semaines de cours dans le deuxième cycle, et il y a 12 semaines de cours dans le troisième cycle. Donc c'est quelque chose de très complet, de très profond. Vous allez avoir des outils extraordinaires. Mais en plus, ce qui est fantastique avec cette méthode, c'est que ça se pratique dans le plaisir. C'est un moment de plaisir que vous vous accordez tous les jours. Si vous avez 10 ou 20 minutes de plaisir à vous accorder dans la vie, alors cette méthode est faite pour vous. Parce que moi, il y a un truc que je déteste, c'est le mot « travail sur soi ». Parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez créer du bonheur dans votre vie, c'est en le vivant dans le plaisir. Si vous pratiquez avec plaisir, vous allez avoir encore plus envie de le faire. Et plus vous allez le faire, plus ça va commencer à changer votre vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors dans le premier cycle, qu'est-ce qu'on voit ? On développe une faculté qui est indispensable à la réalisation de soi, c'est l'attention. Beaucoup d'auteurs parlent de pleine conscience, c'est le mot, ou le MBSR, c'est devenu à la mode, mais dans la tradition, on parle d'attention. On éveille l'attention. Parce que vous avez pu voir que votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées. Elle suit volontiers les pensées. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des émotions. Vous prenez plein fouet vos émotions parce que vous vous identifiez. Et qu'est-ce qui va vous permettre justement de ne plus suivre justement vos émotions ? C'est d'entraîner votre conscience à rester là, à rester présente. Et pour ça, on va utiliser différentes fonctions. On va utiliser le corps, on va utiliser l'esprit, on va utiliser la respiration et on va utiliser d'autres choses. Par exemple, dans le premier cycle, il y a une technique qui s'appelle l'expansion du champ de conscience qui est assez extraordinaire. Ça vous aide à prendre de la hauteur. Ensuite, on va voir tous les antidotes. Parce que, comme vous avez pu le voir, votre esprit est quelque chose d'extraordinairement complexe. Il y a les émotions, il y a des antidotes, parce que vous allez pouvoir voir que dans votre esprit, il ne peut pas exister simultanément 2 émotions contraires. C'est-à-dire vous ne pouvez pas éprouver de la haine et de la colère en même temps que vous éprouvez de l'amour. C'est-à-dire que quand vous êtes plein de colère, ça interdit l'amour, mais quand vous arrivez à éveiller l'amour, ça interdit l'amour d'exister. Donc vous pouvez faire finalement, vous êtes maître à bord, vous pouvez faire exister ce que vous désirez, ce que vous voulez. Mais c'est à vous, justement, à le cultiver.
Et pour ça, justement, il y a des exercices, il y a ce qu'on appelle, nous, des antidotes. Parce que vous allez voir, il y a des antidotes à la colère, il y a des antidotes à la jalousie, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a un exercice qui est consacré à la confiance en soi, puisque vous ne pouvez pas construire une vie heureuse si vous n'avez pas confiance en vous. Si vous doutez de vous dans une relation, comment vous allez pouvoir créer une relation heureuse avec l'autre? Comment vous allez pouvoir entreprendre quoi que ce soit dans votre existence si vous doutez sans arrêt de votre capacité à mener à bien vos objectifs? C'est impossible. Donc la confiance en soi est quelque chose d'indispensable à la construction d'une vie heureuse. L'estime de soi aussi, c'est très important, on l'aborde. Un des grands fléaux de notre culture, on en a parlé, la culpabilité. Il y a tout un exercice qui est consacré justement à cet aspect. La culpabilité, c'est vraiment un poison épouvantable dont vous devez absolument vous débarrasser. Et vous avez tout un ensemble de pratiques comme ça, très complètes, qui vont vous accompagner. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous les avez intégrées, elles vous servent toute votre vie. Ça vous servira toute votre vie. Vous les aurez tout le temps à votre disposition. Et une fois intégré, ça devient des réflexes, des habitudes. C'est un peu comme quelqu'un qui a appris les arts martiaux. Quand il se trouve face à un adversaire, il sait comment faire pour parer ses coups ou même voir le mettre au tapis. Eh bien, quand vous serez aux prises avec des émotions violentes, par exemple, quand vous serez prise avec des pensées profondément négatives, etc., eh bien, vous saurez quelle attitude à avoir pour ne pas justement vous laisser envahir et savoir garder votre tranquillité d'esprit. Mais tout ça, ça s'acquiert, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et ça se fait pas avec un gadget, ça se fait pas avec des trucs sur les oreilles, ça marche pas parce que vous avez besoin de voir comment votre propre esprit fonctionne. Et ça s'acquiert. Et en plus, c'est du bonheur parce que vous arrêtez pas d'apprendre, de vous enrichir, de vous développer, et vous allez voir à quel point, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez créer votre propre bonheur, vous allez vous accomplir, et vous allez apporter du bonheur autour de vous, et vous serez équipé justement pour construire des relations heureuses avec l'autre, parce que vous saurez comment faire avec vous-même. La colère de l'autre ne vous affectera plus, parce que vous savez gérer vos propres émotions. C'est tout l'art, en fait. Le secret, c'est ça, c'est d'abord vous-même. Et puis ensuite, on aborde le 3e cycle, là c'est vraiment toute la question de réaliser notre vraie nature, ce que nous sommes par nature. C'est quelque chose d'extraordinairement puissant, parce que ça va permettre d'aller beaucoup plus vite encore dans votre accomplissement, de votre réalisation. Donc là, je vous en ai parlé en surface, je vous recommande de regarder la vidéo que Loïc vous a mis dans le chat, qui est très édifiante. Donc ces cours, moi je vous propose, on propose un accompagnement, vous êtes accompagné sur tout le temps des cours, donc par exemple cycle 1 pendant 7 semaines, cycle 2 12 semaines, cycle 3 12 semaines aussi. Donc c'est tout un programme dans lequel vous êtes suivi. On a créé un groupe d'ailleurs, un groupe de soutien. Il y a je crois plus de 2000 personnes dedans déjà, et c'est extraordinaire de voir. Moi je suis très touché quand on va sur le groupe. Moi j'interviens régulièrement sur le groupe pour les aider, mais ils se soutiennent entre eux, les anciens soutiennent les nouveaux, etc. Et puis ils se posent des questions entre eux, ils se cherchent, et je trouve ça magnifique parce qu'il y a une vraie entraide. Vous avez une vraie communauté qui s'est créée, et là vous n'êtes plus seul. Dès que vous avez besoin d'aide, vous allez sur le groupe, vous posez vos questions, soit Nathalie, soit moi, soit Loïc répondent, ou soit un ancien aussi qui va intervenir, ou quelqu'un qui a la réponse, tout simplement. Il y a de très très belles réponses. Et il y a des réponses mais vraiment magnifiques. Certains sont vraiment des sages en eux-mêmes. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui sont d'une extraordinaire sagesse, et on voit comment ils ont intégré la démarche, c'est absolument fantastique. Et là vous serez plus seul justement, vous serez plus seul. Et puis après, si vous avez envie, vous pouvez toujours faire un stage aussi avec nous, ça c'est votre liberté. Donc normalement, si vous êtes allé sur le site, le cours, chaque cycle coûte 250 €, mais en réalité, il n'y a jamais personne qui paye 250 €. La plupart du temps, les gens l'ont à 97 €. Mais nous, pour ce soir, on fait, parce qu'on fait un petit cadeau aux gens qui viennent dans... Alors j'espère que je vais mettre la bonne, ça doit être ça. Voilà. Si vous allez sur le site, vous cliquez sur onglet cours. Là, vous avez toutes les informations que vous voulez avoir sur le cours. Et si vous commandez la méthode, vous mettez le code Bruno et vous l'aurez à 79 €. Alors, je tiens à préciser aussi, alors j'ai juste enlevé ça, je vous le remettrai après, juste une chose, on ne peut pas prendre trop de monde, parce que comme justement si on veut assurer le suivi, on est obligé d'arrêter. Donc le code sera désactivé. En général, au bout de 2 jours, en général, on a à peu près le monde qu'il faut. C'est pour ça qu'on donne juste 1 à 2 conférences par mois, pas plus, parce que
voilà, il nous faut que ça reste gérable. Le but, c'est pas, je pourrais faire comme beaucoup le font, prendre plein de monde, mais sinon on peut pas vous accompagner correctement, ça va pas quoi. Donc voilà. Et là, vous allez avoir une méthode qui va vous servir toute votre vie, qui va vous accompagner, sera un véritable ami cette démarche, avec tout ce qu'il vous faut pour justement créer ce bonheur auquel vous aspirez, créer du bonheur avec les autres aussi. Je dirais que c'est le plus grand service que vous pouvez rendre à vos enfants, à vos proches, à vous-même, évidemment, la première personne. Et puis, à côté, vous avez plein de gratuits, vous avez les balades de Bruno qui vous donnent énormément d'éléments, vous avez les méditations collectives, donc c'est très riche. Donc, et je peux vous assurer, vous ne trouverez jamais ce cours à un tarif pareil, ça n'existe pas. Hein. C'est une démarche aussi complète sur autant de semaines. Je pense que vous trouverez ça nulle part. Donc voilà. Et accessoirement, si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, Nathalie est là, elle est coach de formation, donc elle pourra vous accompagner si vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent faire de l'individuel, bon, c'est un coût supplémentaire parce que c'est normal, elle consacre du temps avec les personnes, mais parce que moi je peux pas le faire, je suis vraiment trop occupé. J'anime les stages, j'anime les conférences, j'interviens sur le groupe, donc ça fait quand même beaucoup de travail. Donc voilà. Donc vous avez, à vous de décider, vous avez les clés en main, ça n'appartient qu'à vous. Si vous avez envie de commencer, ben allez-y. C'est oser. Vous vous rendez compte, 79 €, c'est le prix d'un bon gros plein, quoi. Sauf que l'essence, vous êtes obligé vous êtes ou même d'un repas au resto à deux. Sauf que vous êtes obligé d'y retourner pour en avoir à nouveau, alors que là, vous le faites qu'une fois et ça vous servira toute votre vie. Donc franchement, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, ne faites pas si vous n'êtes pas motivé. Moi, c'est pas agréable d'avoir des gens qui après sont pas contents, frustrés, qui se plaignent. Voilà. Moi, c'est extraordinaire de voir les gens changer parce que ils ont compris la nécessité de se prendre en main, de se dire bon, maintenant j'en ai ras-le-bol de souffrir. Maintenant, je prends ma vie en main, je fais ce qu'il faut pour que ça change. Et c'est comme ça que ça va changer. Ça peut pas se faire autrement. Voilà. Alors, je vous remercie tout plein. Merci, vraiment, Philippe. Du fond du cœur. J'espère qu'on vous comptera parmi cette communauté grandissante et puis qu'on vous verra aux méditations collectives et un jour en présentiel dans un stage, parce que là, nos stages... Alors, sachez juste, petite info pour les stages, là, les stages pour 2021, mars est déjà complet, mais c'est déjà en train de bien se remplir, ça se remplit longtemps à l'avance, donc n'attendez pas trop longtemps si vous êtes intéressé par un stage. Voilà, donc on pense très fort à vous, et puis on vous dit à très bientôt. Au plaisir, au revoir.